Christophe Baudouin. Donc là, on va enchaîner avec Ramin Tadayouni. Donc Ramin Tadayouni est professeur d'ophtalmologie à l'université de Diderot, Paris 7. Il est chef de service à l'hôpital Lariboisière, donc un service qui est très connu pour la chirurgie de la rétine et qui avait été créé monté dans cette perspective par notre ami Alain Godric. Et donc Ramin est très innovant dans beaucoup de domaines, en particulier en domaine chirurgical. Il va nous parler de l'avenir en fait, de la chirurgie de la vision péropératoire. Alors ça illustre un développement très important dans l'ophtalmologie, qui est l'imagerie, diagnostic, dans le suivi, qui est considérable, puisqu'aujourd'hui on atteint une résolution cellulaire en termes d'imagerie, et ça impacte maintenant de plus en plus sur la chirurgie. Merci beaucoup, c'est vraiment un grand honneur pour moi de parler dans cette enceinte, en particulier d'un sujet que j'aime bien, qui est la vision péropératoire, qui est effectivement la jonction entre la chirurgie et l'imagerie, qui sont les deux thématiques qui nous intéressent. Aussi pour la déclaration, nos liens d'intérêt du service en général, et nous sommes partenaires avec deux des fabricants qui fabriquent ça, et on verrait qu'on est plutôt à l'origine du système. Alors pourquoi ce sujet? Parce que même si en achetant un microscope aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'est plus du tout le même que le microscope que nous avions il y a 10 ans auparavant, et qu'il y a eu des petits progrès, nous utilisons toujours la même vision directe des objets pour l'essentiel de la chirurgie, que ce soit en ophtalmologie, et encore plus direct, donc d'autres types de chirurgie. Alors vous pouvez me dire, mais on est très content de la situation, finalement on voit bien en direct, pourquoi vouloir changer? Alors il est vrai qu'en fait on a cette impression, mais en fait nous sommes aveugles à notre propre cécité, donc on voit quelque chose, on voit d'autres choses, on construit une image, parfois on rate l'essentiel, et c'est ce qu'on va appeler une complication inattendue, en fait, une complication péropératoire ou post-opératoire, parce qu'on n'a pas vu comme on aurait pu voir, et une forme de meilleure vision permettrait d'éviter un certain nombre de complications. Il y a des années de cela, en fait, nous avons réuni 3 partenaires pour construire un système permettant de filmer en 3D au bloc opératoire les films que nous faisions, les interventions que nous faisions, essentiellement à but d'enseignement, en disant que puisque nous voyons en 3D, ce serait bien que les gens puissent le voir en 3D. Un des patients chez qui nous filmions l'intervention avait une cornée qui était devenue opaque, liée au fait que l'œil n'était pas fermé durant la période d'anesthésie, et nous ne voyions pas très bien ce qui se passait dans l'œil, mais l'ingénieur qui était venu du Japon pour le système, ne sachant pas qu'il s'agissait d'un problème médical, pensant que c'était ses mauvais réglages, donc a réglé la machine, et on s'est aperçu que sur la télé, l'image était très claire, tandis que dans le microscope, ça ne l'était pas. Et donc l'intervention a été finie en regardant la télévision, et c'était le début d'une idée, peut-être, en fait, en manipulant des images, on peut voir mieux dans des situations. 2 des partenaires avec qui nous avions fait ce premier système, aujourd'hui ont des systèmes qui sont commercialisés en ophtalmologie ou en neurochirurgie, utilisant basiquement ce qu'on avait déjà mis au point là, en les ayant sophistiqués, et un système un peu particulier dont je commencerai par parler par ça. Alors très vite on s'est rendu compte que c'est plus que cosmétique ce changement, car de manière générale la chirurgie comme tout acte est basée sur une séquence qui est un objet chirurgical, nous avons une perception de cet objet, nous analysons ce que nous voyons, nous réalisons une action, et là s'interpose entre l'objet et notre vision et notre perception un système qui a ses propres limitations ou avantages. Alors la première question qu'on s'est posée, mais alors on ne voit plus l'objet, on voit une analyse ou une forme analysée de cet objet-là, est-ce que c'est grave? Alors ce n'est pas très grave, car en réalité, et la question a été soulevée tout à l'heure, c'est le cerveau qui voit, ce n'est pas l'œil qui voit, et nous analysons déjà les images, nous ne voyons pas la réalité, contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression. Si vous regardez ici dans l'image, là ça vous paraît gris, là ça vous paraît blanc, et sans que cela n'ait de rapport avec une quelconque phénomène biologique rétinienne, en réalité les deux ont exactement la même couleur. Mais le cerveau analyse et considère que gris à l'ombre ça doit être blanc, mais gris à la lumière ça devrait être noir. Et donc arrive à interpréter l'image. Donc cette interprétation existe déjà, et d'ailleurs, plus on monte dans le règne animal, plus cette interprétation est sophistiquée, et plus ce que l'animal ou l'être humain voit est loin de la réalité. Il n'y a que les animaux les plus primaires qui ont une vision la plus simple. Donc l'analyse en tant que seule n'est pas un problème, bien au contraire, à condition qu'elle soit juste. Si l'analyse est fausse, les problèmes arrivent. Si on prend ces coléoptères australiens, par exemple, qui depuis des millénaires, si ce n'est des millions d'années, ont une analyse relativement simple. En période d'accouplement, le mâle cherche quelque chose qui lui ressemble, jaune, rugueux, le plus grand possible, signe d'une bonne santé.
Habituellement, c'était la femelle jusqu'à l'arrivée des bouteilles de bière qui portent la même couleur, qui peuvent être rugueuses, jaunes, et donc la population de ces insectes a considérablement diminué jusqu'à ce que la couleur des bouteilles ait été changée en vert. Donc, une mauvaise analyse ou une analyse traditionnelle dans des situations différentes pourrait en réalité mener à des erreurs, et donc changer la façon de voir ou d'analyser nécessite de revoir aussi la façon de penser. Alors, le plus simple, c'est consiste à conserver ce qu'on a et de rajouter une information supplémentaire, en anglais dit-on en overlay, ou surimposée dans l'image, et cela existe déjà dans certains microscopes, en ophtalmologie, là où je connais, en rétine. Ça consiste surtout à utiliser une technique d'imagerie courante, qui est une technique qui donne des images micrométriques, donc de l'ordre cellulaire, où au lieu de voir la rétine en face, on va la voir en coupe, et on peut distinguer les couches histologiques de la rétine, et donc une vision bien améliorée. On peut donc transposer ces deux technologies et avoir l'image en direct durant la chirurgie. Voyons une chirurgie dite d'un trou maculaire. Vous voyez qu'on enlève habituellement le vitré, on dit il ne se passe rien. Et là, si vous regardez sur le plan beaucoup plus fin, on voit qu'au moment où on l'enlève, il se passe quand même des choses dans la rétine. La rétine est attirée, elle est mise sous pression. On vérifie que là, le vitré est bien décollé. Mais en même temps, ça ne fait pas de gros dégâts dans ce type de chirurgie, mais on peut vérifier et voir un certain nombre d'informations que nous ne pouvions pas avoir dans un microscope ordinaire. Une maladie bénéficie particulièrement de cela, c'est la myopie forte. La myopie forte, c'est une myopie pathologique aboutissant à des maladies de rétine diverses, dont certaines nécessitent chirurgie. Un des problèmes majeurs de la chirurgie de la macula de myope fort est l'apparition post-opératoire de trous au centre de la macula. Et ces trous pourraient être traités durant l'intervention, mais souvent, ils ne sont pas vus. En tout cas, on suppose qu'ils ne sont pas vus. Et 20% de ces patients sont réopérés parce qu'en fait, il y avait un trou au centre de la macula qui va nécessiter intervention après une première intervention. Nous savons de notre clinique, de notre consultation, que l'OCT, donc cette technique, permet une meilleure analyse du fond d'œil des myopes forts que ne permet la vision du fond d'œil. Donc il est assez naturel de regarder si en chirurgie, chez ces patients-là, cette technique apportait quelque chose. Alors dans une première étape, nous avons pu montrer que chez ces patients, chez 10% des patients, quand au fond d'œil, au microscope, nous ne voyions pas de trou, nous étions capables de voir avec l'OCT un trou au centre maculaire qui donc nécessiterait peut-être traitement. Je dis bien peut-être parce que je me rappelle d'une histoire de coléoptère et nous ne pouvons pas transposer systématiquement un trou vu au fond d'œil en pensant qu'avec une nouvelle technologie, un micro-trou vaut la même chose. Peut-être que ces micro-trous se ferment sans créer de trous et peut-être qu'un certain nombre de trous se forment après. Donc une fois cette constatation faite, nous devons faire une autre étude pour montrer que c'est un bénéfice clinique réel en prévention. Technique beaucoup plus différente consiste à carrément supprimer l'image optique et d'y substituer une image numérique. Là, c'est plutôt le waouh autour du bloc opératoire, car la penseuse, tout le monde voit pareil que le chirurgien, sur un écran géant, en 3D, tout ce qui se passe dans l'œil. L'effet au bloc opératoire et pour l'enseignement est évident. Et effectivement, les systèmes numériques ont des compensations qui permettent de voir des images qu'on peut voir de la périphérie rétinienne. C'est un problème d'ophtalmo, mais habituellement on ne voit pas si bien que ça, où les images peuvent être absolument magnifiques et très jolies. Mais joli ne veut pas dire forcément utile. Il y a bien un compromis. En réalité, la vision est un mécanisme sophistiqué et en passant au numérique, beaucoup de ces sophistications sont annulées. Par exemple, on parle beaucoup de la plage dynamique des caméras ou de l'œil. On ne peut pas comparer réellement les deux, puisque l'œil est capable d'analyser une image de manière séquentielle, regarder une zone d'image qui est plutôt claire, enfin plutôt sombre, puis une image claire, puis de reconstituer mentalement en fait les différentes parties de l'image. Or là, vous n'aurez pas cette possibilité-là, il n'y a que l'image fournie par l'écran. De même, en termes de distance, en réalité, nous balayons le champ visuel et nous reconstituons l'espace en 3D, chose qui là ne sera plus possible parce que l'image est focalisée sur un seul plan. Par contre, l'image numérique ouvre d'autres possibilités. On peut supprimer les images inutiles et se concentrer sur l'image utile. Déjà utilisée dans l'aviation, pour atterrir, vous avez juste besoin de savoir où est la piste et comment vous alignez. Vous n'avez pas besoin de savoir spécifiquement à quoi ressemblent les immeubles, vous avez juste à savoir où ils sont. Vous pouvez poser une transposition simple des choses. Alors, nous prenons par exemple un exemple. L'analyse spectrale de la lumière, appelée vision de couleur, est utile dans un environnement dans lequel le spectre, la fréquence est différente. Pour distinguer un tigre dans la savane, c'est très utile. Par contre, dans un fond d'œil où tout est dans l'orange,
Là, ce n'est pas très utile. Ce qui est beaucoup plus utile, c'est la réflectivité. Là, l'image d'un fond d'œil, comme vous pouvez voir ici, en couleur est normale. Là, transformé en noir et blanc et travaillé par un filtre spécial qui relève les limites de la maladie et qui va permettre au chirurgien de le traiter mieux. Nous avons supprimé une partie de l'image, de l'information, et substitué et relevé d'autres types d'informations qui nous sont beaucoup plus utiles. On peut utiliser tous les avantages techniques. Ça, c'est ce que vous voyez ici comme film, est fait dans le noir. Pas de lumière dans le bloc opératoire, ni du microscope, et pourtant on voit la rétine, on voit l'œil dans ces conditions sombres. Alors on peut, avec un peu de lumière, voir le segment antérieur, et on peut imaginer avoir des repères laser pour que les patients fixent et ne soient plus éblouis. Un des problèmes de la chirurgie topique sous cataracte. Pour la chirurgie de rétine, on peut considérablement diminuer la toxicité des lumières. Donc ça, c'est des avantages techniques faciles. On peut jouer sur les profondeurs et les perceptions de champ, deux notions différentes. La profondeur de champ, c'est une fois qu'on a mis au point sur quelle profondeur l'image est claire. La perception des champs, c'est à quel point on voit ces cartes écartées. Si on écarte les deux focales, on peut en fait faussement augmenter une dimension sans augmenter les deux autres dimensions. Alors, si on a une accommodation, c'est plutôt facile. Pour les gens qui ont perdu leur accommodation, donc des chirurgiens au-delà de 45-50 ans, il n'y a plus d'accommodation, donc ils doivent utiliser en permanence une mise au point de microscope. Or, avec une ouverture très petite, on peut augmenter la profondeur de champ et les personnes n'ont pas besoin en fait, de bouger l'accommodation. C'est aussi important pour la continuité diagnostique. Si, comme moi, vous aimez bien revérifier tout avant l'opération, il est relativement facile d'injecter ces informations dans un microscope numérique, voire même de les superposer à l'examen du fond d'œil ou d'autres du champ opératoire et avoir les informations pour pouvoir opérer avec ces informations. D'un côté, il y a les instruments, de l'autre côté, il y a la vision. Une fois que tout est numérique, tout peut être couplé. Et en ophtalmologie, il y a déjà des expérimentations pour suivre les instruments et d'avertir le chirurgien quand il y aura un contact non attendu ou non voulu par des petits bips. On peut aussi, par exemple, pour le laser, s'il y a des zones où on ne veut pas avoir de laser, faire des zones interdites où le laser ne tirera pas. Donc on a la possibilité de coupler l'instrumentation avec la vision à partir du moment où la vision est effectivement numérisée. Plein d'autres possibilités sont aussi à envisager, que je ne développe pas ici, mais l'utilisation de l'imagerie numérique à partir duquel aujourd'hui on est capable d'extraire du son, d'extraire des tas d'informations cachées, peut s'ouvrir ici. Alors nous sommes un des rares centres à expérimenter deux types de technologies, l'OCT dont j'ai parlé, mais aussi l'imagerie en 3 dimensions. Donc nous travaillons actuellement pour recréer en fait un environnement qui immerge le chirurgien dans l'imagerie créée de manière artificielle par ces systèmes d'imagerie. Nous avions déjà travaillé avec l'Université de Californie, Los Angeles, pour voir s'il était possible de se piloter dans des images rétiniennes créées à partir d'imagerie. Donc actuellement, le traitement se fait après l'opération, mais il est possible un jour d'avoir ce type d'image pendant l'opération si les puissances de calcul augmentent, mais ça a l'air d'être le cas dans le domaine de l'informatique. Et là, on substituerait carrément à l'image optique une image entièrement reconstruite, mais qui est beaucoup plus précise, à condition qu'on ait une main aussi devenue plus précise, et vous comprenez le lien entre la robotique et l'imagerie qui va avec. Alors les améliorations sont multiples. Nous avons aussi un prototype d'environnement virtuel. Alors ce n'est pas la réalité virtuelle telle qu'on la connaît pour les jeux, parce que la réalité virtuelle coupe du monde autour, tandis que là c'est des systèmes qui projettent une image, mais qui permettent, comme vous voyez ici, de prendre les instruments sur la table, donc de voir, très agréable pour surveiller son interne opéré, parce qu'on voit comme lui, on peut tourner la tête dans le sens qu'on veut, un peu étrange pour les autres, ça donne des comportements d'aveugle. Comme vous voyez, en tournant la tête dans n'importe quel sens, vous contrôlez moins votre tête. Mais l'étape d'après, il y a une société qui fabrique des casques pour les pilotes avec qui nous allons travailler, qui crée un environnement virtuel différent, dans lequel en face vous avez l'image du fond d'œil, mais sur les côtés vous avez les images complémentaires faites avant l'opération, mais aussi des informations complémentaires. Donc en bougeant la tête, on peut choisir le type d'information projetée. Pour conclure, un point de vigilance. L'importance du changement, que j'ai essayé de souligner, impose une évaluation rigoureuse. C'est le même problème que la conduite automobile automatisée. Pour ça, il y a eu beaucoup plus de travaux a priori, et il est estimé qu'une conduite automobile automatisée n'est justifiée que si elle réduit le taux d'accident de moitié. Sinon, elle ne sera pas ni économiquement ni humainement justifiable.
C'est pareil pour nous. C'est bien ces technologies, mais à condition que nous arrivions à démontrer que ça aboutit réellement à une baisse des complications. Un espoir aussi, si nous avons la main artificielle, si je puis dire, la robotique, si nous avons la vision numérisée, ça ouvre largement les possibilités d'une assistance, d'une intelligence artificielle pour la décision chirurgicale. Je vous en ai montré quelques exemples possibles, mais il y a de nombreux autres exemples sur lesquels nous travaillons, dans lesquels on puisse assister le chirurgien en disant « il faut faire ça, attention, il y a ce problème ». Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, vous restez là, je pense qu'il y aura des questions à poser. Moi j'ai attendu effectivement assez longtemps le mot réalité virtuelle, je sentais qu'il n'arrivait pas, on aurait assisté à une démonstration sur le foie, il serait apparu dès le début, ça aurait été dans le titre. Donc j'ai bien aimé la mesure avec laquelle vous l'utilisez effectivement, et vous l'expliquez beaucoup plus simplement qu'on a l'habitude de l'entendre. Est-ce que vous avez des questions Ma deuxième remarque, c'est que mine de rien, on sent bien que vous avancez quand même vers la robotisation presque totale. Je ne sais pas si au sens où le chirurgien peut se retirer, ça je ne sais pas, mais en tout cas qu'il soit assisté comme première étape, je pense que c'est réellement ça. Je pense qu'on peut prendre la comparaison de l'automobile, les systèmes de freinage dans des cas extrêmes, ou le système d'assistance à la freinage qu'on a tous, ou les systèmes anti-collusion pour les... Donc tous ces systèmes-là sont des assistances qui dans un premier temps arrivent jusqu'à ce qu'on arrive réellement à une robotisation totale. Donc la première étape, c'est que le robot est le compagnon du chirurgien, et puis la suivante, c'est que le chirurgien est le compagnon du robot, qui vérifie que tout va bien. C'est celui qui choisit le bon robot pour le bon patient. On aura toujours un rôle, je garde l'espoir. Oui, non, mais je ne disconviens pas du tout. Mais un rôle différent. Je crois qu'il y avait une jeune femme qui nous a dit c'est le progrès, c'est comme ça, il ne faut pas l'éviter. Je crois que vraiment, il faut. Voilà, c'est comme ça déjà. Il faut l'accompagner. Albert Claude. Une question sur les algorithmes qui pourraient vous permettre éventuellement de projeter l'intervention idéale et de faire que le collègue se cale bien et qu'il ait tous les warnings à droite à gauche pour dire non, tu n'es pas dans le plan idéal, là, on sait quel est le plan idéal à l'avance et c'est ça que tu dois faire. Est-ce que Watson et compagnie, ces ordinateurs d'intelligence artificielle vont être mis à contribution pour ce genre de programme, de recherche? Tout à fait. Alors, il y a deux types d'informations. La première, c'est la planification. C'est-à-dire que nous, on a la chance en ophtalmologie d'avoir des appareils d'imagerie qui donnent une vision qui est d'ailleurs de plus en plus sophistiquée de notre environnement. Donc on peut, en préopératoire, planifier de manière universelle ou dans le cas particulier d'un patient, de dire ces zones-là sont interdites, il ne faut pas faire ci ou je vais faire ça. Ça, c'est une étape qui est relativement atteignable, on va dire, si on met l'argent l'année prochaine, en pratique dans les 5 à 10 ans. Il y a une deuxième étape qui est que la machine reconnaîtrait sans planification la situation. Et là, on tombe dans le progrès de la reconnaissance visuelle, qui est un des domaines les plus complexes, parce que vous avez bien vu que la vision, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas comme un appareil photo où on reconnaît les choses. La façon dont on est attiré par le regard de quelqu'un, ou la façon dont on est capable de reconnaître un enfant devenu adulte, toutes ces analyses sont les mêmes qui permettraient, en fait, de manière générale, de reconnaître que ça c'est la macula et il ne faut pas y toucher, ça c'est le nerf optique. On est encore un peu loin, non pas pour y arriver, mais pour que ce soit fiable. Parce que contrairement à certains logiciels de musique qui vous proposent de la musique qui vous plaise, ça c'est relativement facile parce que s'il se trompe, c'est pas très grave, vous passez à la suivante. Tandis que nous, on est dans un domaine où le taux d'erreur doit être très très faible et la marge de progrès entre arriver et arriver avec presque sans faute est vraiment très grande pour l'instant. Donc, si j'ai bien compris, à la Rivoisière, on fait de l'ophtalmo sur écran, et pas sur microscope. Ça. Alors, de plus en plus, effectivement, on opère vraiment sur écran. Alors, la question, c'est quelle est la diffusion? Vous êtes les seuls ou les centres sont en train de s'équiper de façon assez large? Non, parce que l'appareil, donc les marquages CE des appareils sont relativement récents. Donc, il y en a un, ça date de quelques mois, l'autre, il existe depuis quelques temps. Donc, c'est tout récent. Nous, on a travaillé, en fait, on a été même à l'origine pour les deux fabricants des systèmes et on continue à travailler. Donc on a ces prototypes avec des autorisations de recherche pour les D'autres questions? Merci beaucoup.